Bonjour à tous. Eh bien, nous retrouvons ce nouveau lundi pédagogie pour parler de continuer à regarder un peu les différentes ressources type numériques qui peuvent exister dans les dispositifs et en particulier dans les universités numériques thématiques. Et aujourd'hui, on va voir ce que propose Uniciel en termes de ressources et de dispositifs numériques pour l'hybridation des cours en sciences. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Jeuquier, qui est responsable éditoriale d'Uniciel et professeure à l'Université de Bordeaux, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Voilà, donc avant de laisser la parole à Sophie, je vais rappeler, comme d'habitude, que vous avez deux boutons d'interaction avec nous. Le bouton discussion qui vous permet de nous faire part de vos éventuels soucis techniques, mais ce qui n'existe pas d'habitude, et puis me dire, nous donner des informations si vous avez des informations particulières à donner. Et le deuxième bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser est le bouton Q&R pour questions et réponses, puisque à la fin de l'intervention de Sophie, eh bien, elle pourra répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions tout au long de son intervention. Voilà, Sophie, je te laisse la parole pour commencer ta présentation. Merci. Merci Philippe. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien en plein écran? C'est bon? Oui, oui, on voit très bien. Donc, je vais tout d'abord un peu présenter ce qu'est Uniciel avant de m'intéresser à tout ce qui est ressources et dispositifs, donc pour la partie hybridation en appui à vos formations. Donc, Uniciel, c'est l'Université des sciences en ligne, hein, comme acronyme. C'est une université numérique thématique qui a été créée en 2007 et qui, depuis 2018, a pris la forme d'un service interuniversitaire porté par l'Université de Lille. Nous avons actuellement au niveau d'Uniciel 50 établissements membres. Alors, j'utilise le terme de 50 car il y a en fait 38 ou 39 universités et 11 établissements ou réseaux dont fait partie Agrium dessus, puisque nous accueillons un certain nombre de réseaux du supérieur et pas uniquement des universités. L'objectif premier d'Uniciel est de mettre la pédagogie numérique au service des composantes de sciences ou toute formation ayant une formation en sciences, enfin tout établissement ayant une formation en sciences. On s'appuie sur ça, sur deux mouvements fondateurs qui ont été l'EURECA, donc le réseau universitaire des centres d'auto-formation, donc avec une réflexion sur la pédagogie, et toute une partie que vous connaissez sûrement, qui était l'université en ligne, donc qui a été la première partie de grosse médiatisation et production en sciences que nous avons et qui s'est intégrée dans le premier cycle sur mesure dans le cadre de dispositifs de formation à distance. Donc, on s'appuie sur ces deux réseaux fondateurs qui nous ont permis de capitaliser sur un certain nombre de choses, notamment sur les ressources de l'université en ligne. Uniciel a quatre rôles principaux, on va dire. Donc, un financement d'appui, puisque toutes les années, nous lançons un appel d'offres qui permet aux établissements de produire des ressources cofinancées, donc ressources qui arrivent dans le catalogue Uniciel et qui sont mises à disposition des établissements du réseau et au-delà, puisqu'on prend bien entendu les ressources éducatives libres. On a aussi un rôle de mutualisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Toute une partie de gestion patrimoniale des ressources pédagogiques. En effet, je vous ai dit que l'on a bénéficié des ressources d'une université en ligne, mais ces ressources, elles sont créées depuis la fin des années 1990, donc le début des 2000, et donc il faut bien entendu générer de nouvelles publications, prendre en compte toute la maintenance technologique, et notamment depuis quelques années, là, on transforme les anciens applets Java, plus actuellement tout ce qui est les animations Flash, voilà dessus. Donc, on a toute cette partie de gestion patrimoniale de ressources que l'on gère. Et puis, un appui à l'intégration du numérique dans les composantes, qui est justement de promouvoir les dispositifs et d'appuyer autant que possible les établissements quand ils ont des questions pour l'intégration des ressources.
Donc, au-delà de ces 4 rôles, qui sont la transition lycée-université et tout ce qui est culture scientifique et l'attrait des jeunes vers les formations de sciences. Alors, Uniciel, donc c'est un site, c'est le site uniciel.fr dans lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments et avec une entrée par profil. Mais j'ai aussi l'habitude de dire que Uniciel, c'est une galaxie. Dont ce site est le milieu, mais qu'il y a plein d'autres sites que l'on n'identifie pas obligatoirement toujours bien comme étant Uniciel, mais qui sont complémentaires et qui permettent de trouver un certain nombre de ressources. Donc là, je vous ai cité un certain nombre de ces sites-là, notamment Fac de Sciences, qui a été un site très important lors de la réforme précédente du baccalauréat, puisqu'on était déjà sur la transition lycée-université et on proposait des tests de positionnement librement accessibles pour la transition lycée-université. Socle, qui est notre Moodle ouvert en autocréation qui permet d'aller consulter un certain nombre de cours médiatisés. La licence type sur laquelle je reviendrai, qui est en fait une pédagothèque, donc un classement des ressources que l'on propose organisées en fonction de licences de sciences à ces types. L'Université Antille, nous en avons parlé. Quesaco, le site de culture scientifique, physique à main levée, comme son nom le dit, un site proposant des expériences de physique, et puis Numélify aussi une partie de ressources là plutôt pour la L2 et la L3 en physique. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire que voilà, ce n'est pas un seul site, c'est beaucoup de sites des fois et c'est pas toujours évident de s'y retrouver, donc il faut bien entendu faire appel à nous si vous êtes perdu. Il y a un site sur lequel, que je n'avais pas cité et sur lequel je me permets d'insister, qui est l'appel à partenariat, donc qui est le site partenariat, dans lequel je vous ai mis ici le haut du site, qui présente trois grandes rubriques au-delà de l'accueil. L'offre de services pour préparer la rentrée, donc c'est en fait une offre qui nous permet de faire une première présentation des dispositifs que vous retrouvez aussi sur le site, donc les dispositifs d'appui qui sont appelés les PAC, puisqu'on y reviendra un petit peu, puisque c'est un peu l'objet d'aujourd'hui, ça vous permet de les décliner. L'appel à projet, qui, comme je vous le disais, toutes les années, on a un appel à projet qui ouvre autour de la mi-mars jusqu'à la rentrée pour les établissements qui souhaiteraient cofinancer, proposer des ressources au cofinancement. Voilà. Et puis, quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans, qui sont les cartes conceptuelles disciplinaires, qui, au-delà du moteur de recherche que nous avons dans le site, permettent aux enseignants qui le souhaitent d'avoir une idée des ressources disponibles dans leur discipline, avec une structuration qu'on a souhaité être par collection, puisqu'on fait attention au niveau ergonomique. Donc, la collection, ça va être tout un ensemble de ressources qui ont la même structure ou la même présentation, l'université en ligne, par exemple, les Quesaco, des dispositifs. Donc, pour avoir une idée s'il existe d'autres dispositifs ou des dispositifs spécifiques dans les disciplines. Les ressources indépendantes. Alors, les ressources indépendantes, ce sont les ressources qui ont été financées ou par Uniciel ou cofinancées, donc qui sont accessibles à tous librement. Mais ça peut être aussi des ressources qui ont été indexées par Uniciel parce que les établissements souhaitaient proposer une visibilité sur ces ressources-là. Lorsque les ressources sont indexées, elles sont en général d'abord évaluées par un comité scientifique pour vérifier à la fois le caractère technique, pédagogique et scientifique de la ressource qui est proposée. Donc, sur ces cartes conceptuelles, bien sûr, pour toutes les ressources qui sont en accès libre, vous avez le lien de consultation qui vous conduit directement vers la ressource et qui vous permet d'en prendre connaissance et de savoir si vous souhaitez intégrer ce lien dans votre cours, bien entendu, puisqu'elles sont librement accessibles. Donc, vous pouvez tout à fait intégrer le lien en appui à votre présentation. La dernière rubrique sont les questions. Là, les questions, elles ne sont pas en accès libre, mais c'est pour dire qu'il existe des questions. Donc, les questions sont réalisées sur Uniciel sur le logiciel Scénari et peuvent être exportées vers des Moodle en XML ou quelque autre format, mais ça dépend énormément de là où vous en êtes. Voilà. Donc là, vous avez tout cet ensemble de choses. Et puis, Uniciel, je vous ai parlé des établissements, mais Uniciel est aussi partenaire sur un certain nombre de projets qui sont nationaux ou internationaux. Voilà, donc dans lequel on réfléchit sur certaines problématiques, où on développe et apporte des éléments. Donc, sur la partie écrit plus, sur laquelle nous sommes
excusez-moi. Sur Acriplus, sur laquelle nous sommes sur une partie de soutien technique. ASPI Friendly, donc, qui vise une université inclusive. Donc, nous travaillons sur le domaine de l'accessibilité des ressources dessus. Pulse, qui est un projet francophone au niveau de la francophonie en sciences et notamment sur les TP. Illicite, qui est le gros projet que nous menons avec la CDUS et Promotion, ces associations éliantes, qui est pour l'hybridation en licence scientifique. PACT, qui est un projet au niveau de Hauts-de-France, dessus, d'où le HDF, UHA+, donc avec l'Université de Haute-Alsace, et puis dans lequel nous sommes aussi associés sur un projet d'EMOES de l'UHA. Excusez-moi. C'est déjà récupéré, c'est déjà donné. Tu les as donné à la score ? Excusez-moi. Donc, maintenant, que propose Uniciel au-delà de ce que vous pouvez avoir en accès libre dessus? Donc, les ressources, je l'ai dit, donc nous avons un certain nombre de ressources. Je vous ai présenté par les cartes conceptuelles, mais elles sont aussi accessibles par le moteur de recherche. Alors, actuellement, le moteur de recherche est en maintenance, mais il va être ramené rapidement. La banque de questions dont je vous ai parlé, donc la banque, plus de 6000 questions sur toutes les disciplines, essentiellement du niveau L0, L1. On a un peu de L2, L3, mais selon les disciplines, puisqu'on est vraiment dans cette idée de transition lycée-université. Donc, la pédagothèque dont je vous ai parlé, le classement. Et puis, les playlists dédiées, donc avec un certain nombre de playlists sur la biologie animale, notamment, qui est très utilisée en appui des TP, par exemple. Des playlists aussi sur la biologie végétale. Une playlist qui est en complément d'un cours qui est celle sur le traitement et l'analyse de la modélisation des données. Donc, nous avons une course qui existe sur notre plateforme et toutes les vidéos qui sont mises en accès libre aussi sur YouTube, ce qui permet soit d'utiliser le cours dans l'état, soit de faire juste des appuis vis-à-vis de ces vidéos. Voilà, InfoCart, Exocet sur la partie maths et maths-ingé, donc qui sont des maths pour l'ingénieur. Voilà, donc je vous laisserai exposer. Il y en a un certain nombre d'autres, mais celle-là me paraissait intéressante à vous signaler par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Au-delà de ces ressources, donc en accès libre que chacun peut introduire dans ses cours en appui à son enseignement. Donc, Uniciel propose aussi un accompagnement et des usages. Donc, un accompagnement à la mise en place des dispositifs. Donc, je vais venir après un petit peu sur les dispositifs. Donc, en étant membre, on a accès aux sources. Donc, chez nous, les sources sont généralement en scénarii dessus. On fait des formations, on propose des formations aux outils pour les établissements qui veulent s'y mettre et qui veulent utiliser ces sources, ce qu'il y en est, ce qui permet aussi du coup d'avoir une personnalisation des ressources que l'on a. On a un accompagnement à la recherche des ressources adaptées, donc on peut proposer l'appui d'une documentaliste. Donc ça a été un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas une documentaliste à plein temps depuis quelques années, mais dès qu'on peut, on le fait aussi. Et puis, un point sur lequel je voudrais appuyer, qui sont les derniers, c'est qu'une fois que les collègues ont utilisé des dispositifs, on revient souvent vers eux pour leur demander comment ça s'est passé, pour nous remonter les erreurs, parce qu'il y en a toujours, on a beau les relire plein de fois, à connaître leurs usages et aussi leurs besoins. Et ça, c'est important parce que ça nous permet à la fois d'analyser ce que l'on propose comme dispositif et de l'améliorer, si on peut, que ce soit les ressources ou les dispositifs avec les remontées d'erreurs, mais aussi de mettre en relation des gens qui ont fait parfois des usages proches et d'imaginer avec eux, dans des groupes de travail dédiés, de nouveaux dispositifs et de nouveaux usages. Voilà, donc il y a ce côté-là aussi qu'on oublie. On n'est pas juste un fournisseur de ressources ou un fournisseur de financement. On est aussi sur cette partie-là qui est l'évolution des différents dispositifs. Donc, les dispositifs, donc je vous en ai parlé, ils s'étaient présentés dans l'offre de service. Donc, on parle souvent de PAC. Alors, pourquoi on appelle ça un PAC? Parce qu'en fait, on a ciblé le dispositif et on propose quelque chose qui est clé en main et qui permet d'être mis plus facilement dans les établissements. Alors, la plupart d'entre eux sont des dispositifs qui sont réalisés sous Moodle. Dessus, avec une structure minimale qu'il est facile d'intégrer et qui peuvent être adaptés, mais qui peuvent fonctionner aussi en l'état. Voilà, on a en général un cours d'appui qui permet de connaître les usages, comment les
peuvent arriver. Voilà. On évite tant que possible d'avoir des plugins ou des choses très, très récentes pour que les établissements puissent le décliner facilement dans dans leur plateforme d'établissement. Donc, positionnement initial, donc un ensemble de tests de positionnement. Alors, plutôt toujours pareil, hein, je vous ai dit, on est quand même assez orienté sur la transition lycée-université. Donc, c'est souvent du niveau L0, L1. On a aussi un peu de L1 et L2, mais ça dépend des disciplines. Un dispositif de méthodologie de travail universitaire. On a beaucoup travaillé et on continue de travailler sur le tutorat. Tout ce qui est positionnement, puisqu'on sait des autres usages sur les contrôles, sur les tests et les banques de questions. Pareil pour l'appui aux révisions dessus. On a, grâce à un partenariat avec l'UQAM, donc l'Université de Québec à Montréal, on a tout un ensemble de situations, problèmes de PROSIT sur la pédagogie par problème, donc qui peuvent être réutilisés sur la demande avec à la fois le guide tutorat pour les maîtres et aussi un guide de conception des PROSIT et le dispositif capacité en sciences, donc qui est imaginé sur la capacité en droit, donc où on reprend le niveau du lycée et qui permet d'aller sur la L1 voir un petit peu dessus. Donc ça a été développé essentiellement lorsque tous les parcours WICI se sont mis en place, de manière à pouvoir les aider à aider les collègues du supérieur à avoir des ressources de niveau du secondaire pour faire cet accompagnement un peu plus particulier. Donc, je vais juste me cibler sur quelques dispositifs qui peuvent être intéressants et sur lesquels je viendrai, hein, mais bien entendu, on pourra discuter des autres. Donc, dans les dispositifs ciblés qui me paraissaient intéressants dessus, donc on a une offre qui s'appelle Présciences, donc qui est pour préparation d'été en sciences. On a la version en mathématiques. Alors ça, c'est conçu comme un stage de 25 heures à peu près, hein, donc c'est un dispositif assez court. Je vous le remontrerai un petit peu, qui est dans une ligne vraiment de faire travailler les prérequis pour une entrée en licence essentiellement, dans une thématique qui est les mathématiques, sur un thème donné qui est pertinent. Voilà, c'est un dispositif qui existe, qui est celui-là, est proposé en pré-rentrée et qui nous avait été demandé par les associations étudiantes lors du premier confinement. Nous avons après des tests qu'on peut mettre plutôt à ce moment-là à la rentrée, soit en semaine de pré-rentrée, soit en pré-rentrée institutionnelle, soit en première séance, par exemple, ou en amont d'une première séance sur un enseignement donné. Donc, avec des tests de positionnement, c'est pour ça que je parlais d'un enseignement, parce qu'on peut très bien choisir d'avoir un terme. Donc, nous, on a un ensemble de tests, une quinzaine de questions qui avaient été éprouvées, qu'on peut mettre à disposition, mais on a toute notre banque et on peut apprendre aux collègues à chercher dans la banque pour faire le test qui leur convient le mieux. On a, donc j'en parlais, un dispositif de méthodologie de travail universitaire. Donc, les deux dispositifs sur lesquels vous avez les liens qui vous sont donnés ici, sont en fait des dispositifs qui sont en accès libre. Donc, sur la plateforme SOC, le Moodle, donc vous pouvez vous auto-créer votre compte. Hein, donc, il n'y a pas de problème, il suffit d'avoir une adresse mail. Et après, vous inscrire à ces cours-là pour les suivre. Donc, c'est pour ça que je vous ai redonné les liens. Et puis, nous avons deux dispositifs que nous avons mis en place cette année pour la rentrée, qui sont les dispositifs prescription, je vais y revenir, donc prescription pour prescription en sciences, et qui existent à la fois en mathématiques et en physique, mais en bêta-test pour la partie physique. Donc, si je reviens un petit peu sur ces aspects-là, donc sur les dispositifs que je vous ai, donc quand on entend, je ne l'avais pas précisé avant, mais là, voilà, c'est un peu, hein, donc quand on parle de dispositifs, c'est qu'on a des ressources organisées selon un scénario pédagogique et qu'on vous explicite le scénario dans lequel ils sont utilisés. Et en général, ils sont mis sur Moodle. Donc, je reviens sur la préparation dont je vous ai parlé rapidement, hein. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est de s'assurer la maîtrise des notions essentielles pour réussir en sciences. Voilà, donc on est toujours dans une entrée en licence de sciences, hein, dans notre cas, donc, qui est préparé, donc je vous ai dit, ça peut être fait en entrée, et il peut être soit avec tutorat, soit en autonomie. Donc, dans le dispositif qui est présenté ici, c'est un dispositif qui part uniquement sur les fonctions. Alors, ça avait été un choix qui a été fait de par l'analyse des résultats qu'il y avait dans Fac de Sciences, donc notre dispositif ouvert, et puis qui se base sur des remontées des établissements et de ce ces établissements ont pu nous demander
en termes de… Enfin, une remontée en termes de points et aussi une vérification des programmes qui sont proposés dans un ensemble d'établissements et en licence de sciences. Et on s'est aperçu que les fonctions, en fait, elles étaient abordées pratiquement quelle que soit la licence de sciences qui était considérée, donc la première année, je vais le dire même plus large, parce qu'on a regardé aussi sur certaines écoles. Donc, c'était bien, c'est vu au lycée. Alors, c'était vu avant partout en bac S. Maintenant, tout n'est pas vu selon les spécialités qui ont été choisies au bac, ce qui pose des problèmes d'ailleurs dans certains IUT ou certains BTS, puisqu'ils sont obligés de revoir certaines parties dessus selon d'où viennent les étudiants, et à la fac, bien entendu, ou dans tout établissement du supérieur. Donc, comment il est compris? Donc, vous allez avoir systématiquement, sur les 3 dispositifs que je vais vous présenter, il y a systématiquement la même structure qui est donnée. Donc, sera représenté en bleu avec la petite coche, entre guillemets, QCM, la case à cocher, des tests. Qui sont, dans le cas là où on est, c'est des tests avec une seule tentative, donc on fait une évaluation d'un niveau. Et puis, donc dans le dispositif où on est là, on rentre, donc je vous ai dit, on est sur les fonctions. Donc, le premier test va porter sur les généralités sur les fonctions, avec très peu de questions malgré tout, et un seuil assez bas, parce qu'on veut qu'il puisse être travaillé en autonomie. Pour information, il est joué l'été et avec du tutorat réalisé par les associations étudiantes. Donc, voilà, donc l'idée, c'est que le candidat se remette à niveau par lui-même, donc ce ne soit pas comment dire, trop dur pour qu'il puisse progresser, mais tout en étant informé sur ses problèmes de niveau. Donc voilà, donc on lui dit que s'il a plus de 40% de bonnes réponses à son test, il peut passer au test suivant sur les limites, etc. etc. Ça, c'est pour les bons étudiants qui font les tests et qui arrivent au bout, voilà, directement. Et puis, s'il n'a pas suffisamment les connaissances, donc s'il est en dessous des 40%, à ce moment-là, on le bloque, il ne peut pas progresser et il est obligé de faire une remédiation, un parcours qui va être, si tu n'es pas arrivé sur les généralités, ça veut dire que tu as des problèmes sur le calcul littéral. Donc, on va te donner un cours assez synthétique de révision, des exercices à faire, progressifs ou avec des exercices interactifs, puis après, de nouveau des tests. Et en fonction du résultat de ton test, tu pourras passer au suivant. Et donc là, il pourrait très bien faire que les tests, d'ailleurs. L'important, c'est qu'il ait plus de 75% de résultats, de bonnes réponses, de réussite au test de son module en rouge, et ce, jusqu'au bout. D'accord, il va passer sur les différents modules qui ont été identifiés avant de revenir sur l'autre test. Donc, on lui fait un parcours de remédiation qui va s'ouvrir que s'il est 20 et il arrive sur l'autre test. Et de la même manière pour ce test-là, s'il n'a pas les 40%, il va devoir retravailler ses limites avant d'aller au résultat, etc. Donc, le parcours s'adapte en fonction des résultats à chacun des tests et lui propose. Néanmoins, ce que je vous ai dit, c'est que quand il arrive au bout, quand il arrive au bout, dans tous les cas, on lui demande, puisqu'on ne demande que 40% de bonnes réponses, on lui demande s'il veut avoir accès à tout. Et certains étudiants, donc même s'ils ont tout eu, ils peuvent très bien du coup avoir accès à toutes les ressources qui leur permettent de retravailler par eux-mêmes derrière ce qu'il en est. La rentrée dernière, on avait fait une version allégée qui tenait compte des spécialités du bac qui avaient été tenues, qui avaient été suivies en terminale, de manière à ce qu'ils ne soient pas en difficulté sur certains exercices. Mais ça, c'est la structure globale que nous proposent les collègues quand ils veulent travailler, enfin les collègues de maths, quand ils veulent travailler dessus. Voilà, l'autre dispositif dont je vous ai parlé et qui me semblait être intéressant, donc c'est prescription en mathématiques. Donc là, on est vraiment dans l'idée de faire un diagnostic sur les éléments qui ont été vus. Donc du coup, l'étudiant arrive, va avoir des tests. Donc là, c'est un peu plus complet qui va être sur tout. Donc, il a un ensemble de tests qui nous permet d'avoir un diagnostic. Et en fonction de ce diagnostic, il va ou non
aller travailler certains de ces modules. Donc ça, c'est ce qu'on appelait chez nous les thèmes, hein, voilà. Et donc sur ces différents thèmes, selon le résultat qu'il a, eh ben, on lui dit tu vas revoir soit un seul chapitre, soit l'intégralité du thème. Donc il y a vraiment une prescription qui est faite, hein. L'idée, c'est l'idée du médecin, hein, qui va faire le diagnostic. Donc là, c'est le test qui nous permet de faire le diagnostic. Et derrière, on a une prescription qui est faite. Donc il y a une prescription un peu type, hein, qui est du style où tu as moins de faire il faut que tu ailles travailler les éléments de ce module. Et puis, ce qui est intéressant, c'est surtout soit qu'il y a un enseignant, soit qu'il y a un tuteur qui prenne connaissance des résultats du test et qui fasse une prescription plus fine et une temporalité en lui précisant quand est-ce qu'il doit travailler. On a travaillé avec les associations étudiantes pour faire de ce module-là aussi un module qui peut être utilisé dans le cadre du tutorat dessus. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il en est. Le dernier dispositif dont je voulais vous parler, c'est un dispositif qui s'appelle Maths pour Sciences. Donc, en fait, ça, c'est un dispositif qui se base sur un travail, un projet qui a été mené pendant un certain nombre d'années, porté par Aude Cossarieux, qui était à l'ENS de Lyon, et qui a relié des gens de plusieurs écoles, de plusieurs universités et de plusieurs disciplines, puisqu'il y avait des mathématiciens et des physiciens chimistes du secondaire et du supérieur. L'objectif était de faire un référentiel des savoir-faire qui étaient utilisés. Donc, on a une notion d'outils mathématiques, hein, quelque part. Donc, des savoir-faire mathématiques qui étaient utilisés dans des disciplines et de créer des tests dans ces disciplines sur ces savoir-faire pour vérifier que les étudiants les aient et d'avoir des fiches qui lui permettent de travailler s'ils ne les avaient pas. Donc là, on est plutôt sur la fiche méthode, hein, de comment aborder quelque chose, par exemple, je ne sais pas, calculer une longueur dans un triangle, voilà. Comment je fais, est-ce que j'utilise Pythagore, ce genre d'objectif dessus. Le référentiel, il a été fait pareil dans une notion classique, hein, je dirais, pour une science expérimentale d'analyse du donné. Donc, on va rentrer sur nos problèmes, je modélise, je manipule les équations, j'en retire une valeur que je vais analyser par rapport à mon problème. Donc, on est dans une logique assez classique, hein. Voilà, donc ce référentiel, il a été fait beaucoup avec des physiciens et des chimistes et des matheux, hein, donc voilà. Il est un accès libre, donc ça s'appelle Je révise sur le site que je vous ai indiqué en bas, donc hébergé par l'ENS de Lyon. Et ce que je vous présente là, c'est la déclinaison sur Moodle qui a été faite. Et dans cette déclinaison, on a une section et pour chacune de mes données, là, de mes items, la géométrie, vous allez avoir un test de niveau débutant, puis un test de niveau un petit peu plus haut et des fiches méthodes pour qu'ils puissent travailler dessus. Et l'idée de ce cours, c'est de le mettre en appui par rapport à la formation. Alors, volontairement, il y a marqué étudiant en licence en sciences et on s'est aperçu au départ, on le faisait vraiment pour la première année, mais en fait, on s'est aperçu que des collègues nous demandaient aussi de les avoir dans les années qui sont après dessus. Et on réfléchit actuellement. Donc, je vous dis, il existe essentiellement en physique et en chimie. Donc, si vous êtes intéressé, on a commencé à le faire sur la biologie pour regarder par rapport à notre référentiel quels étaient les savoir-faire qui étaient utiles en biologie. Alors, typiquement, on ne le voit pas, mais il y a dans la partie faire parler, par exemple, où on voit étudier l'évolution d'une grandeur. Et voilà, en biologie, vous avez un certain nombre de données et comment on fait un changement de variable pour avoir une droite, comment on exploite la droite. Voilà, c'est des savoir-faire qui se basent sur des choses qui ont été vues au lycée en maths et qui sont utiles dans les exercices. Et on s'aperçoit que souvent, l'étudiant va bloquer autant sur le contexte, je dirais biologique, si je prends l'idée de la biologie, que sur l'outil mathématique qui est derrière et qui ne fait pas le distinguo entre les deux. Donc, les exercices qu'on propose ici, les QCM, c'est de les faire travailler d'abord sur des maths et de faire après le transfert dans la discipline dessus pour qu'ils puissent comprendre quelle est l'idée dessus. Voilà, et donc du coup, ça c'est ce que je vous ai dit, hein, voilà, ces dispositifs, ils sont sous Moodle, ils peuvent être modélisés voilà, et adaptés en fonction des établissements, on vous encadre, donc selon le public, hein, c'est ce qu'on a retrouvé sur chacun de mes dispositifs. Ce sont des modèles génériques, finalement, puisque vous pouvez les adapter dans d'autres disciplines. Hein. Notamment, je vous parlais de prescription. Nous avons travaillé dans le cadre du projet Illicite
à faire Prescrit Sciences pour en physique, qui reprend donc tous les thèmes essentiels du lycée qui sont utiles pour une première année en sciences. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Je vous remercie et puis je vous ai remis mon mail ici et l'adresse de contact d'Uniciel aussi si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Donc effectivement, ces webinaires sont là pour sensibiliser, à former les enseignants, les ingénieurs pédagogiques, pour ensuite éventuellement reprendre contact et valoriser vos ressources et que nous, on ait effectivement des ressources à disposition. Donc, on a bien compris que c'est des ressources priorité. La priorité, c'est dans le passage entre le lycée et l'université. Nous, si on avait adhéré à Uniciel, c'est parce que bon, nous, on recrute surtout à Bac+2, mais on a de plus en plus de recrutement après le bac. Et même à l'entrée en L3, donc première année d'ingénieur ou première année école veto, souvent, c'était les besoins de prérequis des publics qui venaient d'origines différentes. Et c'est en cela que les prérequis, souvent, c'est le niveau sortie bac, début L1, qui intéresse les enseignants. Donc, actuellement, c'est encore peu utilisé. Donc, l'objectif, c'est qu'on continue à l'utiliser. Donc, avant de prendre les questions, là, Gabriel a posé plusieurs questions. Avant de prendre les questions, concernant l'appel à projet, comment, donc, c'est régulier chaque année de mars à septembre, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, un groupe, un collectif d'enseignants qui serait intéressé pour produire des ressources pour l'hybridation de leur enseignement et produire des ressources en commun. Donc, en fait, ça se passe comment? Ils candidatent C'est pour ça que je vous ai rappelé le site. Du coup, sur le site, on explicite les différentes catégories qui existent dans le cadre de l'appel à projet. Donc, ça peut être en effet, il peut y avoir des séries de questions sur des thématiques, il peut y avoir des modules, des ressources complètes dessus, des vidéos. Ça peut être de la modernisation des ressources et ça peut être aussi de l'indexation, de la mise à disposition. Dans tous les cas, il faut faire attention que les ressources soient libres. Libre de droit, bien entendu. Et puis, comme je le disais, on est assez rigoureux sur le format. Voilà, pour une raison simple, voilà, on utilise beaucoup Scénarii. On a tendance à laisser le reste parce qu'on veut que ces ressources puissent être actualisées, remises en cause. Donc, voilà. Donc, c'est la contrainte qu'il y a beaucoup sur Uniciel. Bon, après, on a des vidéos, des choses comme ça aussi, mais voilà, c'est vrai qu'on est quand même bien. Donc là, sur l'appel, sur le site partenariat, vous avez les fiches qui correspondent, le descriptif des modules, les fiches qui correspondent à remplir. En général, on demande qu'il y ait une cellule d'appui qui soit faite, puisque voilà, pour être sûr, avoir une garantie. Et puis, voilà, donc des propositions de budget et les établissements qu'ils souhaitent peuvent être voilà, via l'adresse contact ou via moi, puisque je suis votre référent Uniciel d'ailleurs dessus en tant que vice-présidente, puisque je fais partie du bureau, mais aussi j'accompagne les établissements sur la partie usage. Voilà, je peux vous aider, vous dire comment orienter la réponse à l'appel à projet, si c'est recevable ou pas recevable. Ça se coordonne aussi, bien entendu, avec les projets sur lesquels on est partenaire. Donc, des fois, on peut mettre des gens en lien sur certains projets aussi. Voilà. Voilà, donc en effet, oui, c'est ouvert. C'est bien pour ça. C'est volontairement que j'ai rappelé un peu ça aussi. Oui, et le soutien, ça Alors, dépend du volume, mais vous avez une fourchette, je Alors, suppose. le soutien, c'est un cofinancement que l'on propose, donc ça ne va pas au-delà des 50%, mais ça, c'est classique sur la plupart des UNT dessus. Il n'y a pas d'achat de matériel, on n'est pas sur de l'investissement si on parle de dépenses éligibles. Pareil, voilà, c'est l'ordre d'une subvention avec des livrables qui sont définis, avec un budget qui est proposé en fonction du temps enseignant, du temps ingé, voilà, du temps technique qui peuvent y aller. On demande une relecture dessus aussi en général. Voilà.
Donc, il y OK. a une grille de budget qui est proposée dessus. Bon, je reviendrai après, je vais prendre les questions de Gabriel. Oui, bien sûr. Gabriel, une troisième question. Si j'ai bien compris, il s'agit de ressources mises à disposition, mais il n'y a pas d'accompagnement ou d'encadrement des apprenants, n'est-ce pas? Non, en effet, on est un service interdisciplinaire et on ne peut pas, on ne diplôme pas. Donc nous, n'accompagne pas les étudiants. Donc on met les ressources à disposition. Elles sont mises sur notre plateforme Moodle. Le cours est mis. On explique qu'il n'est pas tutoré. Il est arrivé certaines années qu'on ait des collègues qui décident de l'animer, de l'utiliser dans le cadre, mais de manière générale, on n'anime pas. Non. On n'a pas les forces vives pour ça dessus. Et donc, du coup, je continue, on n'est pas diplômant. Oui. Puisqu'on n'a pas. Je réponds à la question suivante. Non, mais ça veut dire qu'effectivement, on est vraiment dans l'intégration de ressources extérieures par des enseignants dans leur enseignement et c'est eux-mêmes qui font le tutorat Voilà, c'est ça. et l'encadrement. Hein. C'est ça. Donc, OK. nous, on est en appui. C'est pour ça qu'on parle, je parlais de dispositif d'appui ou quand vous dites accompagnement et usage, parce qu'on est, voilà, nous, en tant que tel, on n'est pas diplômant en tant que tel. Donc, on appuie. C'est ce qui est important, souvent le plus important, c'est de trouver la bonne ressource qui peut être adaptée aux C'est ça. besoins de l'enseignant, parce que les besoins sont extrêmement variables. C'est ça. Et donc, Et en fait, on a une réflexion là. C'est pour ça que je présentais les dispositifs. Les dispositifs sont clés en main. C'est parfois plus facile de détruire quelque chose qui existe que de tout construire. Donc, c'est pour ça que pour les établissements membres, on propose ces dispositifs et après, ils ne prennent, une fois qu'ils sont bien compris, ils ne prennent que ce qui les intéresse pour adapter à leur cas. Donc, on essaie chaque fois d'avoir des choses qui soient suffisamment petites pour que les gens puissent les faire. alors, avez-vous identifié le principal profil des usagers entre enseignants et étudiants? Comment ça se passe en fait Alors, le top 2 des enseignants et le top 2 des Alors, étudiants? les étudiants, c'est très variable sur les étudiants. Donc, on avait sur certains sites, on voit qu'il y a des vraies demandes qui arrivent. Alors, notamment le site emblématique qui a été de l'UNICEF, ça a été l'université en ligne. Et on sait qu'il y a beaucoup de consultations qui sont faites dessus, et pas uniquement en France, d'ailleurs aussi pas mal à la francophonie. Dessus. Donc, il est utilisé de manière régulière. On a des étudiants qui viennent. Il y a un certain nombre aussi d'établissements dont les enseignants les utilisent dans leur cours, on va dire. Voilà, les réfèrent dessus. Ça, c'est pour les ressources. Après, c'est très difficile d'identifier les profils parce que si on mettait un petit questionnaire à chaque fois qu'on a une ressource, je pense que les enseignants ne viendraient plus parce qu'ils n'ont pas envie de répondre à ces questionnaires-là. C'est aussi pour ça qu'on disait qu'on a besoin de ces remontées. Donc, on a des contacts de ça. On peut voir en effet comment se dispatchent les consultations, je vais le dire comme ça, avec des grandes catégories, mais on ne l'a pas. Donc, ça, c'est pour les enseignants. Donc, on ne sait pas, sauf à avoir des retours enseignants. Typiquement, on a eu pas mal de retours là quand les flashs n'ont plus été, toutes les animations en flash n'ont plus été disponibles, où on reçoit régulièrement, j'utilisais ça, mais je n'arrive pas à les ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est une problématique. Ça, c'est sur l'usage. Et c'est une problématique que rencontrent tous les collègues des UNT, c'est qu'on a un usage qui est complètement ouvert. Et donc, si on n'a pas de remontée dessus, c'est compliqué d'avoir un profil. Donc ça, c'est pour… Après, sur les dispositifs, on a des retours puisqu'on travaille avec les établissements et donc on voit les enseignants qui, en effet, peuvent utiliser ces dispositifs-là. Donc, au moment du Covid, on en a eu dessus. Donc, on a souvent des collègues qui ont commencé à faire des choses, qui ont vu que ça prenait beaucoup de temps et qui se disent finalement, j'ai entendu parler d'Uniciel, vous pouvez me montrer ce qu'on a, et qui intègrent ça dans leur cours en appui. Parfois des vidéos, parfois des questions. C'est vrai que depuis qu'on a développé la banque de questions, on a plus d'usage pour les tests dessus. Voilà. Alors, des profils types, je ne saurais pas dire, mais voilà. Après, on a un certain nombre de collègues qui aussi commencent à utiliser, nous font des propositions de complétion dessus, puisque depuis quelque temps, on a ouvert aussi pas mal on parle de complétude sur les thèmes, mais aussi sur la partie pédagogique, puisqu'on a ouvert des choses pas mal sur les pédagogies actives aussi. Donc, on a parfois des propositions de remanier des ressources dans cet objectif-là. D'accord. Voilà. Et donc, mais quand même, les étudiants ne viennent pas par eux-mêmes. Il y a toujours une prescription.
Ça dépend. Non, non. Sur l'université en ligne, on n'a plus aucune prescription depuis des années, hein, enfin, ou peu de prescriptions, et on a toujours des gens qui y viennent parce que c'est un site qui est très référencé et qui était reconnu, notamment qui était très, très connu à la francophonie. Donc, voilà. Donc, on a dessus. Et sur Socle, moi, je me suis retrouvée à répondre à des questions sur de la physique, sur des gens qui étaient en BTS, par exemple, qui avaient trouvé ça et qui trouvaient que c'était bien parce qu'il y avait une vraie progression des semaines, tout ça, et qui étaient allés. Et voilà, alors, comme c'était moi qui étais l'enseignant sur ce cours-là, j'ai eu. Et donc, voilà, donc j'ai appris que c'était quelqu'un qui était rentré dans un BTS, qui n'avait pas fait un bac S et qui avait besoin de se remettre à niveau et qui était allé travailler par elle-même sur cette partie-là. Donc, on a un peu de tout. Ouais. D'accord, merci. Alors, une question concernant la réutilisation des ressources d'Uniciel dans des MOOC, par exemple, sur Fun. Est-ce que ça existe, ça? Et quelles sont les conditions de réutilisation de ressources Uniciel dans des MOOC? Alors, ça va dépendre de comment elles sont réutilisées. Voilà. Après, on a sur Fun Ressources, hein, on a les parcours, puisqu'on a rempli nos parcours dessus. Après, dans les MOOC dessus, ça dépend ce que vous faites, hein. Si c'est des ressources éducatives libres et que vous les utilisez, vous pouvez tout à fait les référencer dans les MOOC, hein. Notamment, on avait le MOOC de culture générale qu'on avait fait avec Lille, voilà, qui réutilisait toutes les ACO. Ça va dépendre de comment vous faites. De manière générale, Fun est ouvert, enfin, dans le sens où ce n'est pas payant, il n'y a pas d'usage commercial, donc c'est une ressource éducative libre que vous pouvez utiliser. Si vous souhaitez la modifier pour la produire dans le MOOC, à ce moment-là, bien entendu, pour avoir accès aux sources, il faut nous contacter et après, là, on discute avec vous parce que ça peut devenir un nouvel objet qui va être valorisé dans un MOOC. Mais du coup, vous revenez vers l'auteur d'origine. Exactement, exactement, tout à fait. Merci. Alors, une question de Marie-Laure. Pouvez-vous revenir sur le choix de scénario? Toutes vos ressources ne sont acceptables qu'éditorialisées ou existe-t-il une possibilité d'utiliser des grains de contenu sous forme de séquençage et permettre une nouvelle éditorialisation? Alors justement, c'est pour ça qu'on est sur Scénarii, c'est justement pour permettre aux membres de récupérer les sources et pouvoir proposer une nouvelle éditorialisation de leurs ressources comme ça. Bon, sachant que nous, en général, on travaille aussi, la plupart d'entre nous, enfin tous nos établissements travaillent sur Scénarii aussi, donc en général… Voilà, ça dépend des établissements, mais c'est vrai que voilà, l'avantage de Scénarii, c'est ça. Et là, actuellement, dans le cadre du projet illicite, on est en train de remettre à jour des ressources qui existaient. Et voilà, pour certains établissements, ils étaient contents de repartir sur un fonds qui existait déjà et de compléter. Voilà. Donc, oui. Donc, en effet, du moment que l'établissement est membre, voilà, vous avez un accès aux sources et donc vous pouvez rescénariser vos ressources sous Scénarii dessus. Moi, j'ai une autre question concernant le développement de la comodalité dans les formations. Nous, par exemple, on a pratiquement dans toutes nos écoles d'ingénieurs une formation en apprentissage. Oui. Et souvent, il y a besoin d'une possibilité de comodalité. Donc, la réflexion commence dans les écoles pour voir comment ils pourraient avoir un parcours numérique qui serait en parallèle du parcours présentiel et permettant de favoriser plus facilement l'alternance selon les entreprises, etc. Et donc ça, est-ce que c'est des choses que vous voyez? Et donc là, ça veut dire que c'est plutôt du L3. Est-ce que c'est des choses que vous voyez venir? Est-ce que vous répondez à ce type de demande? Comment ça se passe? Alors, la comodalité, on en a pas mal entendu parler à cause de l'hybridation et de ce qui était voilà, sur les périodes de crise sanitaire, hein, quand les groupes ont été mis en demi-groupe avec une partie en présentiel et une partie à distance. Donc, la difficulté que l'on rencontre en général sur la comodalité, c'est le calendrier et de bien mettre les jalons. Donc, une fois que l'on a fait ça, après, ben voilà, du coup, il faut réfléchir aux activités qui vont être proposées à distance ou en décalé, en asynchrone pour les gens qui sont en apprentissage ou en alternance, ça dépend des cas, ou malades, hein, puisqu'on avait travaillé aussi sur les étudiants empêchés à une époque. Dessus, voilà, donc il y a vraiment une vraie réflexion qui est dessus. On a aussi des réflexions qui sont menées juste sur des diplômes qui sont proposés à la fois en présentiel et à distance.
donc qui reviennent un petit peu à ta comodalité dessus, hein, voilà. Donc, en effet, on l'a, notamment en physique, pour du DAUB aussi, sur d'autres disciplines. Donc, on utilise nos ressources. Le calendrier est le même, si ce n'est qu'au lieu d'avoir une progression par séance, on a une progression plutôt par partie, avec du jalon qui est à tel moment, vous devez être à tel endroit, vous devez avoir fait tel et tel exercice. On fait un point en synchrone ou un rendu dessus. Voilà. Donc, on le voit. En effet, c'est un choix aussi. Donc, on est sous Scénarii, mais on a, depuis un an, on est passé à une nouvelle chaîne éditoriale qui s'appelle Cristal, qui est un modèle dédié qui part sur du Opal et dont l'objectif de développement avait été essentiellement justement de pouvoir proposer à la fois le poly à distance et en présentiel à partir d'une même source pour qu'on puisse travailler de manière plus commodale les deux aspects. Voilà. Donc, on a des choses qui existent. La problématique, c'est que bien que nos ressources soient toutes sous Scénarii, certaines ont été faites et certaines ont été vraiment pensées du web, quoi. Et donc, du coup, dans certains cas, avec un découpage, des choses, et ce à quoi on s'aperçoit, c'est que même si les étudiants qui sont, peu importe la modalité d'ailleurs dans laquelle ils soient, aiment beaucoup le web, aiment parfois aussi avoir un support qui soit plus téléchargeable, non travaillable en ligne. Donc, il y a un équilibre aussi à trouver qui n'est pas évident de ce fait-là. Voilà. Et au niveau M1, vous avez des Alors, ressources? on a très peu de ressources au niveau M1. On a peu de ressources aussi de niveau L3. La raison, elle est très simple, c'est que au niveau L3 et au niveau M1 encore plus, ça devient très spécialisé. Donc, on a des ressources. Donc, en termes de mutualisation, on est moins sur de la mutualisation. On est sur des mutualisations qui sont plus faibles, je vais le dire comme ça, avec parfois des écoles, puisque souvent en M1, on prône quand même une réflexion particulière. Donc, on a peu de ressources de niveau M1. Je ne vais pas dire qu'on n'en a pas, parce qu'on en a quelques-unes, mais très peu. Et en plus, on s'aperçoit que selon l'établissement par lequel il est passé le candidat qui arrive en M1, il peut avoir présenté des lacunes sur certains aspects, puisqu'il va changer d'établissement, ce n'est pas obligatoirement un parcours linéaire. Donc, en fait, on s'est aperçu que souvent pour des débuts de M1, on avait des collègues qui nous demandaient des questions qui étaient plutôt de niveau L2, L3. Pour vérifier s'il y avait bien, si c'était bien en accord avec ce qu'ils voulaient faire pour pouvoir aller dans le master. Et donc, on a développé un certain nombre de jeux de questions, mais après, on laisse les gens choisir. Et après, les collègues, souvent, sont allés plutôt revoir des ressources qu'ils ont mis en appui à la rentrée au master. Voilà. Je pense à 2 cas particuliers. Un notamment qu'on avait commencé un peu à travailler avec vous il y a 2 ans, qui était sur la partie traitement des données, là, le fameux module, puisqu'il y avait des besoins au niveau statistique, analyse des données. Donc ça, voilà, on s'est aperçu que peut-être c'était bon. Et des collègues sur des masters sur du nucléaire, où les étudiants n'avaient pas les bases, parce que ce n'est pas travaillé dans tous les établissements. Et donc, voilà, donc on a un module qui était fait, qui est en train d'ailleurs d'être mis à jour, pour préparer les étudiants qui peuvent être utilisés avant la rentrée pour leur donner les bases pour qu'ils puissent faire le master dans de bonnes conditions. Donc, on n'a pas des ressources de master même, mais on a plutôt des ressources qui permettraient d'atteindre un niveau en master qui homogénéiserait, je vais le dire comme ça, le niveau d'entrée des masters par rapport à leur parcours précédent. Voilà. Ok, donc en fait, la grande force que vous avez, c'est que vous mettez à disposition un appui pour trouver, identifier les ressources qui nous conviennent C'est et ça, ensuite. sachant que c'est compliqué parfois, hein, parce qu'au-delà des mots-clés et du niveau, selon les établissements, on peut ne pas avoir les mêmes visions du niveau d'études, justement, des prérequis. Donc voilà, donc nous, on propose en général une sélection, mais il faut que l'enseignant passe du temps à regarder Oui, oui. dessus pour réfléchir. Donc ça, c'est une première phase. Donc après, quand il a identifié les ressources, il peut tout à fait les intégrer dans leur cours pour directement en libre si c'est des ressources HTML, hein, je vais le dire comme ça, il met le lien, elles sont normalement suffisamment granulaires. Et après, s'il veut les retravailler dessus, là, s'il y a besoin, on fait une formation sur notre modèle Scénarii et on lui donne les accès.
ou alors on l'aide juste sur la récupération de certains items. D'accord. Vous avez un scénario auteur qui permet de mettre à disposition des licences aux enseignants qui seraient, qui devraient Alors, adapter. on a un scénario serveur. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore passé à scénario 5, ce qui nous pose des soucis sur certains aspects, notamment pour les gens qui sont sur Mac. Voilà. Mais en effet, on a un scénario serveur et en tant que membre, on vous met un atelier à disposition et on vous met à disposition les sources qui nous intéressent. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense que on a les éléments pour pouvoir revenir vers vous, en particulier dans le cadre de notre projet Hercule, puisque l'objectif, c'est aussi de mieux travailler, mieux identifier les ressources dont les enseignants ont besoin pour pouvoir en partager un maximum. Et je retiens aussi l'appel à projet qui pourrait être parce qu'on pourrait justement là avoir le cofinancement pour pouvoir avancer dans des ressources collectives. Merci beaucoup Sophie, Je vous en merci prie. au présent et à la semaine prochaine, on abordera la thématique environnement, développement durable avec Delphine Pommeret de l'UVED. Bonne Merci semaine, à bientôt. beaucoup. Bonne Au journée revoir. à tous. Au revoir.